Retour sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Marc Goudjanou. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup, Carole, et merci à tous nos amis internautes et téléspectateurs. Et bonjour à Laurent Roland Tonnenkes. Merci d'être avec nous pour ce dernier numéro d'Eden Matin de l'année 2024. Monsieur Laurent Tonnenkes, bonjour. C'est à croire que c'est vous qui animez l'émission. C'est ça, c'est ça. Donc, vous te dit que ce matin, c'est autre chose. C'est la fin de l'année, il est tout excité. Merci. Là. Ouais, ce matin, je l'ai appelé il n'a pas décroché parce que je voulais lui dire de venir de façon décontractée comme moi ce matin. Parce que je vois ça. Mais il l'est également. Oui, non, mais fort heureusement qu'il n'a pas mis de costume. Justement, c'est moi qui... Parce que mettre costume ce matin, j'ai mis le costume, la veste. Parce que ça sera vraiment relax sur ce plateau, hein, surtout en fin d'émission. Carole Olaye, bonjour. C'est toi que je vous ai vu ce matin courir dans les couloirs. Mais vous avez besoin de dire ça devant les téléspectateurs. Non, mais on a dit aujourd'hui aussi à décontracter. C'est pour ça qu'il faut sortir les coulisses déjà. D'habitude, c'est moi qui suis en retard. D'accord. Mais aujourd'hui, il était là avant nous tous. N'est-ce pas que je suis en retard? Oui, non. Ah. Être là 15 minutes avant l'émission, ce n'est pas encore le retard. Ce qui est sûr. Mais vous venez après le démarrage de l'émission. Alors, déballons tous aux téléspectateurs. Ce qui est sûr, je vous ai vu courir dans les couloirs aujourd'hui. Et ce matin, bizarrement, il était à l'antenne, à la radio. Et en passant, je l'ai vu. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait au Voilà, studio vous venez de donner la raison pour laquelle il est à l'heure. Voilà. Non, j'étais pas là. D'ailleurs, même celui qui est à la radio aussi, j'étais là avant lui aussi. Et ce que j'ai fait, je suis allé au studio et on a commencé par se titiller déjà au studio à la radio. Et Carnot était étonné, il disait, mais vous deux, j'espère comment ça se passe avec Carole sur l'émission. Sur l'émission. Je crois que, bon, je vous dis quand même bonjour, hein, bonjour Marc Goudjanou, bonjour aux amis téléspectateurs et internautes. Ce matin, on va beaucoup se faire plaisir. On va analyser, mais en même temps, on va s'amuser. On va se faire plaisir. Je crois que c'est le 31 décembre 2024 et dans quelques heures, nous serons en 2025. Et je prie que tous ceux qui ont vu cette journée voient le 1er janvier 2025 au nom de Jésus. Amen. Nous recevons Amen, alors... pasteur. Il t'appelle carrément pasteur. Oui, mais écoutez, je ne vais pas peut-être refuser. Si c'est la volonté de Dieu. Elle sera faite. Amen. Prétendue acquisition de drones à des groupes terroristes, le Bénin rejette les accusations de Tiani. Hier, on en parlait sur ce plateau et vous disiez qu'il faille que le gouvernement réagisse. Il l'a fait à travers son ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Marc Goudjanou, je démarre par vous. Exactement, c'est mieux ainsi de démarrer par moi parce que moi, je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir opiner sur cette question, ce que mon cher Laurent a déjà fait sûrement dans la journée. Voilà, pas deux fois. La première fois, ils m'ont insulté. Heureusement, hier, ils ne m'ont pas insulté. Bon, moi, je voudrais quand même dire que c'est vrai que ce serait quand même un peu bizarre que le Bénin ne réagisse pas quand même à cette sortie du président du Niger, alors que de graves accusations ont été prononcées, pas seulement à l'endroit du Bénin, mais à l'endroit également de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. D'accord. Et il faut dire que cette sortie du général Tiani, ne le percevons pas simplement comme la sortie du président nigérien, mais percevons cela comme la sortie de l'AES. Parce qu'il faut dire que le président Tiani est dans une union, voilà, où parfois la plupart des informations, ils se les partagent entre eux. Il a même parlé du Burkina Faso, du Mali. Exactement. Voilà, donc, je pense que quand je prends la sortie du président Tiani et que je fais une analyse de tout ce qu'il a avancé comme propos, comme information, quelques détails. Et quand je vois la réponse de notre gouvernement, je pense qu'il reste encore. Il reste encore parce que, vous savez, lorsque je viens vers vous et que je vous accuse, Carole, de m'avoir fait ci, ça, et puis que je démontre à travers des faits, je démontre à travers des événements qui se sont passés, où je vous dis que vous avez fait ci, et que vous venez, vous me dites, bon, Marc, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de tel. Ça ne suffira pas à convaincre ceux qui nous écoutent. L'opinion publique. L'opinion publique ne percevra pas cela comme un argument convaincant. Il faille qu'au-delà,
du fait de refuter, de recuser tout ce qui a été dit, il faille également rentrer dans les détails pour nous dire en réalité qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le Niger est en train de soulever un certain nombre de choses, surtout, principalement, l'acquisition. Est-ce que le Bénin a vraiment acquis des drones? Il faut qu'ils nous le disent. Parce que juste là, je ne vois que des récusations, mais de là, je ne vois pas des propos qui arrivent quand même à détailler ou à dire de façon noir sur blanc en réalité, ou contredire de façon claire et précise tout ce que le général Tiani a dit. Et donc, j'ose espérer qu'après peut-être la convocation des chargés aux affaires, de la chargée des affaires voilà, du Niger, que peut-être après cela, l'on puisse avoir encore un autre son de cloche qui puisse quand même expliquer de long en large tout ce que le général Tiani dit, c'est-à-dire lorsqu'on prend un fait qu'il a souligné, on puisse démontrer que non, les faits qu'il dénonce, ça ne se passe pas comme ça, c'est telle chose qui s'est passée. Les drones, c'est vrai, on a pris des drones en Chine, mais c'est peut-être pour notre propre sécurité et que ces drones sont là à la disposition de l'armée béninoise et qui vont être déployés sur le terrain et être utilisés peut-être pour la sécurité de nos citoyens dans le nord Bénin où la menace terroriste devient toujours croissante. Et donc, sur ce, moi, j'ai encore un goût insatisfait et j'attends peut-être les jours à venir pour pouvoir voir quelle serait en réalité la suite de cette affaire. Il y a le Nigeria également qui a réagi par rapport à la situation, la Côte d'Ivoire. La CEDEAO également. Et effectivement, donc tous ceux qui ont réagi, je ne prends même pas simplement le cas du Bénin, tous ceux qui ont réagi n'ont pas pu produire des arguments, des preuves, n'ont pas pu donner d'éléments, même si ce n'est pas des preuves physiques, n'ont pas pu apporter d'éléments dans leur discours qui puissent quand même désavouer tout ce que le général Tiani a dit. Parce que n'oublions pas, nous ne sommes pas seulement seuls dans l'espace CEDEAO et au sein de l'Afrique. Il y a d'autres qui nous regardent également et qui ont un regard pointu sur tout ce qui se fait pour dire, attention, est-ce qu'on pourra quand même mieux analyser la situation de notre côté pour pouvoir voir qui sont ceux qui disent la vérité, où il y a le bourreau d'étranglement au niveau de la vérité des faits, et à un moment donné, chacun doit libérer la parole, parce que nous, en réalité, admettons que nous sommes tous frères. C'est vrai qu'il y a les frontières qui nous séparent, mais en réalité, il y a des dialectes qu'on parle au Bénin qui sont parlés au Niger, tout à fait, qui sont parlés au Mali, qui sont parlés au Burkina, un peu partout, exactement. Et donc, cela fait que nous sommes tous des frères. Et donc, ces genres de problèmes ne devaient pas forcément nous séparer et que l'amour qui existe toujours entre les citoyens de ces différents pays, que cet amour rejaillisse sur nos dirigeants et qu'ensemble, nos pays au sein de la CEDEAO, au sein de l'Afrique, puissent mieux s'unir et mieux s'entendre pour le développement de l'Afrique et non pour encore aller en arrière. Roland Tonné-Ikes. Oui, moi je crois que j'apprécie cette sortie du ministre des Affaires étrangères du Bénin, en tout cas qui a interpellé, qui a protesté, qui a interpellé la chargée d'affaires du Niger. C'est ce que je disais, il fallait que le Bénin réponde et que le Bénin maintenant travaille à discuter avec les autorités nigériennes pour que nous puissions sortir de cette affaire d'accusation en un point infini, parce que tout le temps il y a des accusations à l'endroit du Bénin. Et le Bénin est davantage cité comme probable potentielle menace contre le Niger parce que hébergeant selon les autorités nigériennes les forces étrangères pour envahir leur pays. Et donc, je crois que quand tu disais que les gens se mettaient à nous insulter, je crois qu'il y a des compatriotes qui malheureusement pour moi, je les appelle ce matin les pyromanes, qui veulent tout le temps forcer, en tout cas encourager le chef à aller faire des erreurs. Quand il y a des situations, il faut aller à la table de discussion, il faut quand même répondre quand on vous accuse. Et quand des pays comme le Nigeria, puissance, comme on sait en Afrique, en arrive à répondre à de telles accusations et que la Côte d'Ivoire aussi en arrive à réagir, qu'en est-il du Bénin qui partage directement aussi une frontière avec le Niger? Il fallait répondre. Il fallait répondre et il fallait maintenant, comme on le dit, hein, mettre les points sur les i. Maintenant, que le Bénin ait acquis des drones ou pas, on va peut-être plus continuer à faire ce débat. J'estime que le débat qui doit venir du Bénin doit être un débat d'assurance, rassurer les Béninois, rassurer les Nigériens, parce que je le dis une fois encore,
quand ça va commencer, ce n'est pas Patrice Talon qui va souffrir, ce n'est pas Tiani qui va souffrir. C'est la population au niveau des deux frontières qui vont souffrir. C'est les Béninois au Niger qui vont souffrir. Et c'est les Nigériens au Bénin qui vont souffrir. N'allons pas jusqu'à ce niveau-là pour la crise entre les deux pays. Travaillons à calmer les tensions des deux côtés. Il faut maintenant commencer. Je crois que ça a commencé. Après l'interpellation, de toute façon, de la convocation de la chargée d'affaires, je pense que véritablement, il faut quand même écouter l'ambassadeur du Niger au Bénin, faire en sorte que, j'ai dit hier que le chef d'État quand même envoie son ministre des Affaires étrangères rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Niger et rencontrer, qu'il ne soit pas seul, qu'il peut partir avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major, pourquoi pas, aller rencontrer les autorités nigériennes, discuter, rassurer et dire là où il y a parce que je l'ai dit, le vrai problème peut ne pas être ce que dit Tiani. Le problème peut être des gens au Bénin qui veulent plaire à Tiani, qui filent des informations qui peut-être ne sont pas vraies. Le vrai problème peut être aussi du côté du Niger, des gens qui filent des informations à la partie béninoise qui ne sont peut-être pas vraies. Parce que l'essentiel pour ces personnes, dès lors qu'ils ont leur compte, ils ont pour leur compte dedans, et qu'ils peuvent continuer à alimenter la crise, c'est quand même bien fait, bonne arrivée pour eux. Et donc, il faut travailler à raffermir les relations entre les deux pays. Aujourd'hui, ces ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent face à cette situation qui se complique, on pourrait le dire, de jour en jour? L'ambassadeur dans un pays est le représentant direct de l'État. Tout à fait. Donc je crois que l'ambassadeur si on écoute la chargée d'affaires, je suis sûr que dans les prochaines heures, l'ambassadeur sera écouté également, sera écouté au cours d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi pas le chef de l'État peut décider de le recevoir expressément dans son cabinet pour l'écouter, discuter avec lui. Et de la même manière, on peut donner des instructions à l'ambassadeur du Bénin au Niger de demander une audience chez le président nigérien. C'est comme ça se passe. Donc je crois que, attendons de voir quand même comment ça va se passer, mais j'estime, je le dis clairement, travaillons à calmer la tension. Moi j'ai bien envie de dire que l'ouverture de ces frontières ne sont pas pour demain. Non, le problème c'est que l'ouverture des frontières, écoutez, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. C'est ce que je dis. Mais c'est l'impact direct écoutez, de ce bras de fer. Frontières fermées depuis, les gens continuent de vivre. D'accord? Le plus important maintenant, c'est les déclarations qui sont faites aujourd'hui, qui peuvent alimenter la tension et accentuer la crise. Et c'est pour ça qu'il faut quand même faire taire ces accusations-là, calmer les tensions. La frontière, aujourd'hui, frontière ne devrait plus... La preuve, frontière est fermée, le pétrole passe par ici, non? Les Chinois viennent charger le pétrole, non? C'est fini, non? Donc il n'y a pas un problème. Les gens réussissent à aller au Niger pour faire les affaires. C'est vrai que j'ai dénoncé le fait que les transporteurs soient en difficulté, les opérateurs commerciaux sont en difficulté. Mais les déclarations qui sont faites aujourd'hui, ne soyez pas surpris de voir que demain, et c'est ce que je veux qu'on évite en réalité. Quand Tiani dit chaque fois que le Bénin héberge des gens pour envahir son pays, les Nigériens peuvent vouloir s'en prendre aux Béninois un jour. Et les Béninois peuvent vouloir répondre aussi ici et s'en prendre aux Nigériens. C'est ce que je dis, il faut éviter. C'est-à-dire, tel que les choses se passent, si on ne calme pas la tension et que les autres restent, il y a des gens qui disent non, Talon n'est pas le gars de Tiani, il ne doit pas lui répondre, non, il faut le laisser, il ne doit pas rentrer dans son jeu. Mais les gens, ils connaissent quoi en termes de diplomatie, en termes de relations entre deux pays? C'est risqué ce qui se passe là. Il faut quand même ici et maintenant calmer la tension pour dire, je vous en prie, n'allez pas là-bas. Parce que, écoutez, si vous apprenez que les gens veulent envahir Savè, en tant que digne fille de Savè, vous allez vous taire, vous allez vouloir vous défendre. Forcément. Donc, chaque fois que l'autre fait cette déclaration, ce n'est pas bon pour la paix entre les deux pays. Ce n'est pas bon pour la quiétude des populations. C'est pour ça qu'il faut aller à la table de négociation, discuter, rassurer, calmer les tensions. J'insiste là-dessus. Une fois encore, je le dis, vous pouvez encore m'insulter. Mais moi, je dis, je ne suis pas pyromane et je ne veux pas voir des Béninois en difficulté au Niger. Moi, j'ai des frères au Niger et qui vous disent, oui, les Nigériens sont assez hospitaliers. Mais après, depuis cette affaire de fermeture de frontières avec le problème, il y a quelques tensions de... Vraiment, même également dans nos marchés, ça se constate. Donc
pourquoi nous allons continuer à tirer? Je voudrais inviter le général Tiani ce matin. S'il nous suit, peut-être ceux qui le suivent, parce que le plus souvent quand on parle de Niger, je constate qu'on est très bien suivi du côté du Niger. Je lui dis quand même, au-delà de tout, il est un chef d'État, il est un général. Cette déclaration qu'il fait la plupart du temps, ça ne préserve pas la paix entre les deux pays. Je voudrais l'inviter davantage à saisir directement son homologue du Bénin, le président Patrice Talon, qui parle en frère. Cette déclaration dans la presse où ça embrase tout le monde. Non, c'est pas bon. Quand ça va commencer, lui sera protégé. Mais ses compatriotes nigériens seront-ils protégés, soit au Niger ou au Bénin? Non. Donc, je voudrais l'inviter ce matin. Nous rentrons dans la nouvelle année dans quelques heures. Qu'en 2025, que ce soit l'année de la franche collaboration entre le Bénin et le Niger, que ce soit l'année de la compréhension entre les deux pays, que ce soit l'année de la reprise des activités entre les deux pays, que ce soit l'année de la paix célébrée entre les deux pays. Marc Boudjani. Je pense que sur la question, je voudrais revenir sur l'invitation du ministre des Affaires étrangères envers la chargée des Affaires du Niger pour dire que, bon, même si, tel que vous l'avez dit, vous avez souligné la question de savoir, mais est-ce que le problème pourrait être résolu par les ministres des Affaires étrangères, mais je pense que ce serait peut-être un premier pas afin de pouvoir essayer de voir comment est-ce que les deux parties vont pouvoir se rencontrer pour pouvoir discuter de l'affaire, encore que cette affaire ne concerne pas seulement que le Bénin. Et donc, une chose est sûre, à cette rencontre, la chargée des affaires ne pourra rien dire. Ça, là, je suis très certain. C'est sûr qu'elle ira et qu'elle va écouter notre ministre et qu'elle va dire je vais rendre compte à qui de droit, je vais rendre compte et je vous ferai le retour. Ce sera que ça. Et je pense que c'est même dans cette même dynamique que le ministre des Affaires étrangères également est, parce qu'il est en quelque sorte le porte-parole de notre État. Et donc, il va pouvoir discuter avec elle et ils vont pouvoir essayer de trouver un terrain pour pouvoir, neutre peut-être, pour pouvoir se rencontrer. Parce qu'en réalité, c'est un manque de dialogue, un manque de confiance, d'accord, qui s'est alimenté autour de ces derniers mois qui aboutissent à tout cela. Parce qu'il faut dire que malgré qu'il y ait eu des améliorations dans les relations diplomatiques entre les deux pays, ce n'était pas quand même au bon fils. On l'a constaté. Parce que si c'était tellement au bon fils, c'est que toutes ces déclarations qu'a fait le général Tiani aurait pu s'abstenir et peut-être convoquer, d'accord, l'ambassadeur du Bénin, convoquer peut-être l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que lui ne doit plus être au Niger et peut-être celui d'Abuja également, du Nigeria également, pour pouvoir quand même essayer de pouvoir les écouter et pouvoir lancer la sonnette d'alarme. Maintenant, face à un refus ou à une mauvaise collaboration, à une mauvaise volonté de pouvoir collaborer suivant les griefs qu'il a évoqués, là, il pourrait quand même sortir, donner quelques arguments. Mais nous n'en sommes pas là. On espère quand même que les pays au sein de la CEDEAO, je veux parler des pays de l'AES, en collaboration avec le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, tous vont pouvoir reprendre de bonnes relations et qu'également le pyromane derrière toute cette histoire, il ne faut pas oublier l'Occident qui est toujours derrière, parfois, généralement, qui sont derrière souvent nos pays pour pouvoir quand même... Parce qu'il faut remarquer que la France n'a pas toujours encore digéré, d'accord, cette formation de l'AES. Et donc, si nous demeurons, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Bénin demeurent des partenaires stratégiques avec la France, je pense qu'il faut quand même démystifier ce partenariat-là pour pouvoir expliquer aux autres pays de l'AES que ce partenariat est lié à telle chose et que ça ne va pas au-delà et que normalement les bonnes relations que l'on a entre nous demeurent toujours. Mais du moment où cette collaboration avec la France est toujours plus accentuée, est toujours plus axée, alors que l'on sait que la France n'a pas toujours digéré cette formation de l'AES, il y aura et essaie toujours de faire des représailles envers ces pays de l'AES, il y aura toujours ce problème de manque de confiance. Et c'est ce manque de confiance qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la méfiance. Que tous les pays de l'AES sont dans la méfiance. Pourquoi on n'est pas allé accuser le Sénégal? Pourquoi on n'est pas allé accuser d'autres pays de la CEDEAO? Et pourquoi c'est seulement les 3 pays de la CEDEAO? N'oublions pas que, en temps
la Côte d'Ivoire avait émis, après la crise qui s'est produite avec le coup d'État, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire avait dit qu'elle mettait à disposition 1100 soldats pour pouvoir aller rétablir Bazoum. Et donc, on a vu la position également de notre chef d'État, également de notre président, qui a décidé qu'au niveau du port, les transactions marchandes soient interrompues à un moment donné. Et donc, il faut que les véhicules blindés commandés sont toujours bloqués au Bénin. Au Bénin. Donc, il faut démystifier cette collaboration avec la France, le dire avec les partenaires nigériens et de l'AES pour les expliquer, pour les mettre en confiance. Parce que c'est cette crise de manque de confiance qui fait qu'aujourd'hui, que même les minimes actions ou les quelques actions que feront le Bénin sur le plan diplomatique pour essayer de rassurer le Niger ne sera jamais rassuré lorsque toujours... Vous avez vu dans son discours, il a précisé, il a même donné des points de géolocalisation par rapport à l'installation d'un certain nombre de trucs des Occidents sur notre territoire. Et donc, moi, je veux qu'on puisse quand même leur expliquer qu'en réalité, c'est dans un cadre de formation, peut-être, c'est dans tel cadre que ça se passe, et que peut-être même de façon conjointe, que pourquoi pas les deux dirigeants, c'est-à-dire le président Patrice Talon et le général Tiani, puissent peut-être faire des descentes sur le terrain, faire des visites de routine pour pouvoir aller faire le constat. Ça rentre également dans une dynamique de confiance entre les deux nations. Et de là, ils pourront s'asseoir quand même, parce que la crise a trop duré, hein, et il faut remarquer, même si aujourd'hui on dit que la fermeture des frontières n'est pas très impactant, mais c'est toujours important parce que lorsque vous n'avez plus cette liberté de circuler entre les deux frontières comme cela se doit, ça crée un problème en tout cas, où il faut parfois dépenser beaucoup plus qu'il ne faut. Il faut parfois prendre par des couloirs qui sont plus dangereux pour pouvoir quand même rentrer dans les deux pays, alors que normalement cela devait être une question de libre circulation entre nos États. Je pense que d'ici quelques jours, on va, à l'orée de cette nouvelle année, on va assister à de nouveaux changements, à de nouveaux dynamiques qui vont quand même essayer de ramener la balle à terre et une bonne coopération entre tous les pays de la CEDEAO, je dirais, et tous les pays de l'Afrique en général. Nous allons poursuivre avec la descente à la caserne militaire de Dessa à Alada. Chez vous, bien sûr, Roland Laurent. Il faut un gars d'Alada pour mieux argumenter ce sujet-là. On a un gars d'Alada qui est en face de nous. Le chef de l'État est allé chez vous, M. Roland Laurent. Donc, Talon exprime sa reconnaissance à la nation à travers nos soldats. Oui, nos soldats sont au front. On parle du Niger, on parle du Burkina Faso, on parle du Mali, on parle du Bénin aujourd'hui, c'est à cause du terrorisme. Et les premiers Béninois qui sont au front, qui subissent les affres du terrorisme, c'est les forces de défense et de sécurité. Et il faut quand même motiver ces forces de défense et de sécurité. On a tout fait d'encourager chaque fois de les envoyer au front avec les moyens dont on dispose. Mais je crois que le discours et la présence du chef de l'État aux côtés de ces forces de défense et de sécurité est assez important, en ce sens que le chef va partager un repas avec les forces de défense et de sécurité et voir comment est-ce que ces forces de défense et de sécurité se comportent, se portent dans nos casernes aujourd'hui. C'est quand même une démarche assez louable pour laquelle il faut remercier le chef de l'État et dire oui, les soldats avaient vraiment besoin de ça. Les soldats en avaient véritablement besoin et il fallait quand même être à leur chevet. Et ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de cette descente du chef de l'État dans les casernes, il faut quand même que le chef de l'État s'imprègne davantage des conditions. C'est vrai que ça a été fait hier, hein, mais devant les hauts gradés, les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas tout dire. Donc que le chef passe par d'autres moyens pour écouter les soldats, et les écouter davantage parce qu'ils ont beaucoup à dire au chef. Je vous assure que les soldats ont beaucoup à dire au chef.
Mais devant les gradés, ils ne pourront jamais... Est-ce pour rien qu'on les appelle? C'est ça la question que je voulais poser. Est-ce qu'ils auront cette liberté de pouvoir dire ce qu'ils pensent devant le chef de l'État? C'est ce que je dis. Devant les hauts gradés de l'armée, ils ne pourront pas, la hiérarchie militaire, ils ne pourront pas parler. Ils sont muets. Non, oui, c'est la grande muette. Oui. Non, en fait, ils ne sont pas muets. Ils sont muets. On les contraint à être muets. Non, justement, ils sont muets, donc ils ne peuvent pas. Donc, du coup, parce que des choses se passent sur le terrain. Moi, de ma position journaliste, j'ai quand même... Des gens se plaignent. Nous avons des frères quand même. Hein. Des gens d'Alada qui sont sur le front? Non, pardon. Écoutez, je parle des forces de défense et de sécurité. Je ne parle pas des militaires véritablement. Je ne parle pas des gens d'Alada. Les frères et sœurs béninois qui sont au fond sur le terrain, il y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent. Je pense qu'il y a eu des améliorations. Non, écoutez, cette semaine, non. je pense, non? C'est amélioration cette semaine. Oui. Je dis, le chef n'a qu'à chercher, le chef de l'État, Patrice Talon, n'a qu'à chercher par d'autres voies et moyens. Il faut écouter les soldats. Il doit aller sur le terrain. Pas sur le terrain. Non, attends, je ne vais pas quand même risquer la vie de notre président sur le terrain. Comment il va les écouter s'il ne se déplace pas vers eux? Si vous, là, vous avez un besoin des informations, à Kaïmama ce matin-là, en tant que journaliste, je sais que vous les aurez. Lui, chef de l'État, qui a un service de renseignement également, qui a tout à sa charge, s'il veut écouter même le dernier militaire au fond, il va l'écouter. C'est sans difficulté. C'est sans difficulté aucune. Et aujourd'hui, on a même mieux. On a un ministre conseiller chargé de la sécurité qui peut se déplacer. Je ne compte pas, je ne compte pas non plus sur lui. Je ne compte pas non plus sur lui. Je dis le chef n'a qu'à écouter les soldats séparément. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à trier, lui-même voir, il n'a qu'à voir comment il peut faire. Parce que même au niveau du renseignement, ce n'est pas évident aussi, peut-être qu'il a la vraie information. Mais il a la possibilité d'écouter. Je sais que ce qu'il dit, ce n'est pas du goût de certaines personnes de la hiérarchie militaire, mais je crois que ce sont ces soldats. On a vu il y a quelques jours le chef d'état-major et le colonel, je ne sais pas, Bertin Bada aller au front. Vous avez vu comment ils ont mis leur gilet? Donc, ils ont même fait selfie qu'on a partagé. Bref, donc, je pense que le chef doit écouter les soldats davantage. Ce n'est pas à de telles occasions qu'on a la vérité. À de telles occasions, qui va oser devant le chef d'état-major dire le chef d'état-major nous sommes confrontés à tel problème, telle difficulté. Qui va dire? Tu vas dire quoi? Tu veux durer dans l'armée? Donc, je crois que... Mais il veut en sortir. En tout cas, peut-être que... Marc Gucciano. C'est un peu comme nos professeurs d'université nous disaient quoi. Quand tu te comportes, quand une jeune fille refuse de céder à un professeur, elle a la licence en première année, quoi. Donc tu seras, si c'est caporal ou ces gens qu'on te donne, c'est que tu vas garder ton grade jusqu'à la mort, quoi. Non, je pense que c'est un premier pas qui est louable. Un premier pas louable parce que c'est très rare de voir le chef de l'État sortir et aller rencontrer ces hommes des forces de défense et de sécurité du Bénin qui sont parfois confrontés Moi, j'estime que le chef d'État fait quelque chose depuis un certain temps pour marquer les Béninois à la fin de chaque année. En temps, c'était les handicapés qu'il a reçus et il a fait des promesses qu'il a finalement tenues récemment. Donc, j'estime que c'est dans une démarche donnée que le chef de l'État se retrouve. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi on ne peut que remercier le chef de l'État pour ce premier pas qu'il fait envers ses forces de défense et de sécurité. Parce que tel que le leur conçoit leur, je dirais, en tout cas, leur cadre de travail ou leur milieu de travail où on dit que c'est souvent la grande miette. Donc, parfois même lorsque vous êtes brimé dans vos droits, à un certain moment, vous n'avez pas le droit de pouvoir le dire, de pouvoir de pouvoir dénoncer. Et donc, ça pose un véritable problème où parfois, ils sont méprisés, d'accord? Ils sont maltraités, mais ils n'ont pas cette liberté de pouvoir le dire comme dans toutes les autres corporations. Donc, cela pose véritablement un problème où le chef de l'État doit peut-être à un moment donné installer même de lui-même un autre service sous ses dirigeants, sous ses gros gradés qui travaillent déjà là. Mais je pense qu'il doit le faire parce que, vous savez, en tant que chef d'État, même au niveau de la matière, en tout cas au niveau de l'armée par exemple, le chef de l'État ne peut pas avoir confiance à 100%. Ça, c'est très sûr. C'est très sûr. Donc, forcément, il a également un autre moyen de pouvoir contrôler ceux-là
qui sont au niveau de ces différentes structures chargées de gérer les hommes en uniforme. Et donc, s'il a cette capacité, pour sa propre sécurité, c'est qu'il a cette capacité également de se renseigner sur la façon dont il traite les autres soldats. Parce que cela dénote de la bonne forme de notre armée. Si à un moment donné, ceux qui sont au front, ceux qui sont de part et d'autre sont brimés, je pense que ce sont des frustrations qui s'accumulent au fil du temps et qui peuvent quand même amener à des bourreaux d'étranglement ou peut amener même à des faits à des désertions, par exemple, où certains militaires peuvent décider. On a vu le cas, on a vu des annonces ont été lancées plusieurs fois par la police républicaine à un moment donné où, même dans l'armée, où certains militaires ont déserté. Beaucoup ont gagné l'autovisa. Au-delà de ça, même les affectations vers le nord du Bénin ont amené beaucoup à désister, ont démissionné. Beaucoup ont fait assez Canada. Et donc, s'ils l'ont fait, si c'était qu'ils étaient dans de bonnes conditions à un moment donné, ils ne vont pas le faire forcément. Mais c'est vrai que quand vous êtes un homme, la majeure partie du temps, vous aspirez. J'ai appris qu'un député aussi a joué l'autovisa cette année. Vous n'êtes pas sérieux. Allez-y, allez-y. Roland, vous n'êtes pas sérieux. Bon, je vous ai dit que c'est... Apparemment, Laurent... Terminez ce que vous avez commencé. Laurent a la grille de tous ceux qui ont joué l'autovisa. Donc, il sait qu'un député a joué l'autovisa. À moins que vous avez une agence aussi. Comment vous avez appris? Il y a un ministre qui voulait jouer aussi. C'est le dernier jour, ils ont clôturé. Allez-y. Donc, je pense que le chef de l'État... On va quand même pas faire sérieux. Je pense qu'au-delà de ça... Je pense qu'au-delà de ça, je voudrais même profiter pour faire une proposition. Pourquoi? On sait l'effectif qui est déployé vers le nord souvent. D'accord? Et c'est des gens qui sont généralement séparés de leur famille, de leurs femmes et de leurs enfants. Pourquoi le chef de l'État, par exemple, ne peut pas inviter la famille, c'est-à-dire de ces soldats qui sont au front, pour pouvoir fêter pour eux? Une bonne proposition. Voilà. Pourquoi ne pas le faire? Et après, lorsque cette vague serait changée, puisqu'ils font des mutations après, il y a cette vague qui revient et il y a une autre vague qui va. Quand cette vague va revenir, le chef de l'État peut les recevoir, échanger avec eux. D'accord? Hors caméra et micro. Hors micro et caméra. Échanger avec eux. Échanger avec eux en leur promettant et en les rassurant que ce ne sera pas dans une démarche de répression après. Ah, voilà. Voilà, comme ça, ils vont se sentir en sécurité pour pouvoir parler. En cette fête de fin d'année, je pense que c'est très bon et il faut aller même au-delà. Mis à part le fait de fêter pour les militaires ayant perdu leur vie, en tout cas en service, je pense qu'il faut également penser aux familles de ces militaires qui sont sur le front, risquant leur vie tous les jours. Nous allons terminer l'analyse. Il y a quelques jours, hein, je rendais quand même hommage aux parents de ces militaires qui sont au front. Et j'avais évoqué le cas de notre compatriote Elena Choubadé Kapochichi, dont le mari est décédé. Ah oui. Dont le mari je pense qu'elle est... Elle est présidente d'ONG. Qui défend les causes des filles et des femmes. Et donc, je raconte à nouveau son histoire. Elle était allée subir une opération chirurgicale. Et au retour, en réalité, son mari devait demander quelques jours de congé pour être à son chevet. Mais elle revient de l'opération, le mari meurt au fond là-bas. Il n'est jamais revenu à la maison pour être à son chevet. Donc, elle a passé un message quand même pour toutes les veuves des forces de défense et sécurité, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que je rejoins la proposition de Marc ce matin, que le chef, au-delà de rencontrer des militaires dans les casernes, il y en a qui sont sur le terrain, qui ont suivi de loin ce qui s'est passé à Dessa, mais il faut quand même penser aux veuves. Aux veuves aujourd'hui qui n'ont personne pour les soutenir. C'est vrai, on me dira que des actions sont faites, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Sachant très bien que les premières, deuxième, troisième années, on met tout bien, on fait tout bien, mais après on commence par les oublier progressivement. Il faut quand même mettre en place une dynamique pérenne pour prendre en charge ces personnes. Même après le départ du chef de l'État, oui, c'est-à-dire que ça va être les actions... Dès lors que quelqu'un meurt au front pour la patrie, ça veut dire que jusqu'à ce que ces enfants aient 18 ans, c'est que l'État a l'obligation de prendre en charge la famille et aider ces familles-là. Donc une pensée pour toutes ces veuves ce matin. Surtout l'éducation des enfants. Oui, une pensée pour tous ces orphelins qui ont entendu et qui ont dit « Papa, au revoir », mais papa est revenu dans un cercueil.
Et après, on met un drapeau dessus, on dit honneur national. Mais après, pour quel honneur? Courage, courage à nos forces de l'ordre, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à embraser ce métier. En tout cas, à embrasser ce métier. Personnellement, moi, mes enfants ne le feront pas. Moi, j'ai déposé un dossier. Moi, j'ai un père qui l'a fait, ça s'arrêtera sur lui et mes enfants ne le feront pas. Mais non. Oui, je l'ai dit. C'est vraiment personnel. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Et beaucoup de personnes, vraiment, il faut les encourager, c'est le moment de... En 2010, hein, et puis c'est le dernier le jour de la composition, j'ai refusé d'aller composer. Et pourquoi vous avez refusé? Épreuve physique et sportive. En tout cas, j'ai refusé d'aller composer parce que j'ai regardé un peu. J'ai dit, bon, cette affaire-là. J'encourage vraiment les policiers, les militaires, dans notre pays, là, avec le traitement qu'on le fait. Roland, c'est ça qui fait parfois, vous n'êtes pas parti composer. Mais c'est ça qui fait parfois leur frustration. Même quand on les voit sur le terrain, parfois. Carole, lorsque vous voyez les militaires, les policiers frustrés sur le terrain. Je préfère avoir peur et vivre que de... Et c'est la raison pour laquelle moi-même je dis que je ne souhaite pas ça pour ma progéniture. De toute façon... Moi, je veux même encourager l'une de mes nièces à aller... Non, pourquoi vous n'encouragez pas vos filles? Non, ma fille n'est pas assez grande. Oui, mais si elle grandit, il ne faut pas le laisser naître. Moi, si mon enfant veut faire, il va faire. Il y a certains enfants, ce que vous ne savez pas, il y a certains enfants, d'accord, qui, si tout le monde dit ça, aspirent... Attendez, il y a certains enfants qui aspirent à devenir militaires, à devenir policiers. D'accord? Il y a certains enfants qui sont... Ce matin, je vous dis, le cas de ma... Votre fille sera Non, Carole, le cas de ma nièce dont je parle. Au nom de Jésus, je dis, un de vos enfants va servir la nation. Si tout le monde dit ça là, qui va servir la nation? Il y a plusieurs manières de servir la nation. Non, il y a plusieurs manières de servir la nation. Je reçois... Elle sera la première femme générale. Ma fille servira la nation, elle sera la première femme générale. Mais pas dans l'armée, c'est tout simplement ce que je veux dire. Elle va servir, elle sera la première femme générale. Dans la police. Si tout le monde dit mon enfant ne va pas faire, qui va servir? Parce que là aussi c'est un peu... Peut-être dans les eaux et forêts. Mon enfant, s'il veut aller servir, être militaire, il va faire. S'il veut être policier, il sera. Si tout le monde dit mon enfant ne fera pas ça, qui va servir? Parce que quand vous êtes chez vous là-bas, vous parlez plus d'insécurité. Si tout le monde dit mon enfant ne va pas faire ça, qui va vous sécuriser dans votre quartier? Non, mais une chose est sûre, reconnaissez également que tous les enfants ne peuvent pas. Mais cela, tous les enfants ne peuvent pas aller dans l'armée. Et que chaque parent peut avoir la liberté de dire son enfant n'ira pas. La preuve, on dit tout le monde doit aller voter. Mais est-ce que c'est tout le monde qui vote? Ce que je veux dire, pourquoi vous m'attaquez? Pourquoi vous voulez qu'elle envoie forcément ses enfants là-bas? Ses parents s'asseyent sur un plateau un matin pour dire que mon enfant ne fera pas ça. Oui, ça c'est sa conviction, c'est personnel. Elle a dit pour elle. C'est personnel. L'enfant sera militaire. C'est personnel. Pourquoi en 2010 vous n'êtes pas parti peureux comme ça? Déserteur. Moi j'ai refusé. Non, je ne vais pas dire déserteur. J'avais porté le hier. Voilà ce que devient le plateau de matin ce matin. Nous allons terminer avec le patriote qui nous parle des 10 hommes qui ont marqué l'année 2024. Nous allons commencer par la première personnalité. Le pasteur. Nous allons rapidement nous amuser à voir en quoi ces hommes ont marqué l'année 2024. Il y a le chant de Boni. Madame qui est entre Rondéon et Lionel Talon, c'est qui? Il la connaît pas. C'est Yenalia, je crois. Yenalia, non. Quelle Yenalia? Yenalia où? Je pense que c'est elle, non? Elle, là. C'est bel et bien Yenalia. Il y a le fils du chef de l'État. Il y a le fils du chef de l'État. Il y a l'entraîneur Jeanne Aurore. Il y a Kérékou. Apparemment, c'est Yenalia. C'est Yenalia. La star. Bon, bref, on a Boni Aïe, on a Richard Boni-Mourou, on a Joël Aïvo, on a Valentin Jonathan, qui quand même, Moïse Kérékou, Jonathan, qui quand même de loin, bien loin du Bénin, est assez présent, assez présent sur l'actualité politique nationale. Et notre Fofo Moïse Kérékou qui a créé le rassemblement des Kérékouistes, Rondéon, qui est aujourd'hui du côté de Missérété pour avoir osé vouloir célébrer la Constitution de 1990 le 11 décembre. Malheureusement, il n'a pas pu célébrer. Et votre star vedette des réseaux sociaux? Ce n'est pas ma star. Rectifiez ça, et vite. Elle est star de qui elle peut être star?
Espérer en quoi même? Il y a le fils du président de la République. Mais pourquoi on les met côte à côte? Non, pardon, il ne faut pas faire de lien. Pourquoi? Non, je veux... laissez-moi, non. Laissez-moi opiner. Pourquoi vous voulez m'intimider? Laissez-moi opiner, non. Il y a les plus jeunes, je me dis juste que les plus jeunes sont... Non. Il y a Gernot Rock qui est vieux et qui se retrouve sur non, je dis que les jeunes sont côte à côte. Non, mais il y a... Steve Amoussou n'est pas jeune. Steve Amoussou est jeune. Il est isolé là-bas. Oui, parce que... Comme Mounéon qui est isolé des deux extrêmes. Oui, t'as dit les prisonniers sont à l'extrême, là, en bas. Non. Écoutez, on va pas aller sur le terrain. Non, ça c'est le journal, le Patriote qui a fait... On va pas aller sur le terrain. Ce que je sais, c'est que Yenalia nous a quand même appris cette année que quand dans la vie d'une femme, là, il faut... Ça, avec Yenalia, je suis d'accord. Elle a marqué l'année 2024. Ce qu'elle nous a appris cette année, c'est sur les réseaux sociaux, bien sûr. Oui, non, ce qu'elle nous a appris en tant qu'homme, là, c'est que quand vous êtes homme dans la vie d'un homme, vous devez avoir une... Un plan B. Non, vous devez être une valeur ajoutée. Avoir les moyens. Valeur ajoutée. Avoir les moyens de votre politique. Voilà. Envers la femme. Bon, je crois que le fils du président, c'est avec les nombreux concerts qu'il organise. Malgré les envoûtements que Gernot Roy a dénoncés au cours de l'année pour les éliminatoires de la CAN 2025, on a quand même été sélectionnés, on a été quand même qualifiés. Donc oui, Lionel Talon qui organise ces concerts, qui en a encore organisé le week-end dernier, tout feu, tout flamme. Steve Amoussou avec l'affaire Frère Ronvi. Bon, en fait, est-ce qu'il est en prison pour affaire Frère Ronvi? Il est en prison pour 10 milliards Momo vocal, non? Oui, c'est ce qu'ils ont fini par dire, mais si l'affaire a pris autant de portée, c'est parce qu'il a été considéré au premier abord comme Frère Ronvi. De toute façon... ce n'est pas que les 10 personnes, il y en a d'autres qui ont marqué. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Patrice Talon aussi a marqué. Beaucoup. C'est d'abord lui, moi je dirais même rappeler que même dans cette liste, je voudrais rappeler, comme j'ai vu Joël Aïva, il manque Rikat Madougou. Et il faut remarquer que même en étant en prison, il y a son ONG qui fait des actions. Qui continue de faire des actions. Et même en ce mois, même j'en ai vu également. Moi-même, j'ai lu. Donc, qui a marqué également positivement. C'est un message de motivation. Oui, voilà. À chaque occasion, à chaque fête, elle passe des messages. Voilà. J'aurais aimé qu'on enlève la petite valeur ajoutée, qu'on mette Rikat Madougou là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, mais toujours parce que qu'on le veuille ou non, moi je veux qu'on mette des gens qui incarnent une certaine valeur. Elle incarne quelle valeur? On parle de valeur ajoutée. Rikat Madougou incarne pour moi des valeurs. Même si elle est en prison pour des intrigues politiques, je pense qu'elle incarne des valeurs d'abnégation, de courage et de détermination. Oui, tenons compte juste du titre du journal. 10 hommes qui ont fait l'année. Donc, elle a fait l'année. Elle a vraiment fait de sa manière. Négativement. Voilà. Et de sa manière. Donc, non, le journal ne dit même pas que tous ceux qui sont là ont fait l'année de façon positive. Il y en a. Voilà, exactement. Il y en a qui ont eu un parcours mitigé. Je crois qu'on est en train de finir. Oui, on est en train de finir. J'ai une pensée pour Rikat Madougou et Joël Aïva. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui sont allées en prison du fait des intrigues politiques. Je vous envoie ce matin, comme j'ai l'habitude de le faire pour toute personne, les vibrations positives. Ne baissez pas les bras. Ne soyez pas découragés. Demain sera meilleur. Et nul n'est Dieu sur la vie des autres. Faites confiance à Dieu. Il lui seul est capable du meilleur pour vous. Marc, c'est le pasteur qui a parlé. Marc Goudjanou. Non, bon, d'abord, je voudrais juste remercier, d'abord, puisqu'on n'a pas encore fini l'émission. Hein. Non, pas du tout. Donc, pour finir cette analyse-là, je voudrais... On n'avait pas fait d'analyse. Non, on n'avait pas fait d'analyse. Je vais m'amuser un peu. Donc, tous ceux qui ont suivi de long à large nos analyses au cours de cette année, je puisse leur dire que ce ne sont pas... C'est dans la deuxième partie qu'on va parler de ça. Ce ne sont pas... Non, dans la deuxième partie... Oui, c'est ça. Oui, justement. Dans la deuxième partie, on va parler de tout ça. Maintenant, concluez et puis on va quitter. Non, c'est bon, c'est bon. Je vous laisse la parole. Alors, nous allons faire un tour à la régie pour décrypter un article de la Constitution.